Cette semaine, dans BBC Question d'argent, nous irons à la rencontre des ingénieurs congolais qui espèrent faire partie des premiers ingénieurs africains à lancer une fusée porteuse de satellites dans l'espace. Et nous partirons aussi en Sierra Leone, où des agricultrices transforment des marécages en rizières florissantes. Question d'argent, un programme de BBC News. Bonjour, je suis Nicolas Négos. Bienvenue dans Question d'argent, le magazine des initiatives, des entrepreneurs et des entreprises qui font bouger l'Afrique. Aujourd'hui, je suis à Conakry, la capitale de la Guinée. Ici, la vie devient de plus en plus chère pour une grande partie de la population. Covid-19, guerre en Ukraine, la Guinée n'a pas échappé aux crises mondiales. Et avec le coût de la vie qui augmente, je me suis demandé ce que l'on pouvait acheter avec 10 $, soit 90 000 francs guinéens. Tout d'abord, il faut savoir qu'ici, 10 $ équivaut à environ 90 000 francs guinéens. La monnaie nationale officielle est utilisée uniquement ici en Guinée. Je suis maintenant dans un marché, le principal de Guinée, appelé marché Madina, dans la capitale animée de Conakry. Nombreux sont ceux qui pensent que ce pays d'Afrique de l'Ouest est bon marché, peut-être par rapport au fait que sa monnaie est faible. Mais regardez ce gâteau, il coûte 10 $. Ce cocktail est aussi à 10 $. Et on a le retour en taxi entre Conakry et Bofa, coûte environ 10 $. Mais vous pouvez tout de même faire beaucoup de choses avec 10 $. 10 000 francs guinéens pour ce bon repas. 2 500 pour du pain, 1 500 pour une tasse de thé, 5 000 francs pour un délicieux morceau d'igname bouilli, 1 000 pour 8 citrons, 500 pour des chewing-gums, 60 000 pour ce beau tissu traditionnel lépi indigo, 10 000 pour une course en moto-taxi. Bonjour. Donc tout cela pour 10 $. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour votre prochain voyage en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas ici en Guinée. Zoom maintenant sur cette tentative congolaise de conquête de l'espace. En République démocratique du Congo, Jean-Patrice Keka espère être l'un des premiers ingénieurs africains à lancer une fusée porteuse de satellites. Il fabrique sa propre fusée depuis des décennies et rêve de rentrer dans l'histoire. Reportage Joyce Toutou, récit Rita Saint-Michel. Ceci pourrait être l'une des premières fusées porteuses de satellites lancées depuis l'Afrique. Son nom, la Troposphère 6. Et c'est l'œuvre de l'ingénieur Jean-Patrice Keka. Il fabrique ses propres fusées depuis des décennies. Il pense que sa dernière création rentrera dans l'histoire. Il y a un satellite congolais, notre propre satellite, le C. Ça sera une première fusée en Afrique, une première fusée qui va transporter un vaisseau spatial, quoi que ce soit de notre création nous-mêmes. Le projet a été réalisé en collaboration avec des ingénieurs congolais et étrangers et avec l'aide d'étudiants comme Lisa. J'ai eu vraiment envie d'être là-dedans, d'être dans son projet. Et déjà, c'est le premier qui réalise un fusée dans notre pays. Déjà, c'est une grande chose en fait. Donc, faire partie de ça, c'est bien pour moi, pour ma carrière aussi. Ce n'est pas la première tentative de Keka. En 2009, il avait déjà envoyé une fusée dans l'espace, mais elle avait explosé peu après le décollage. Personne n'a été blessé, mais les gens ont commencé à douter de ses capacités. Nous nous sommes rendus dans la ville de Menko, à environ 120 km de la ville de Kinshasa. Ici, il est un peu considéré comme une célébrité. Après avoir salué quelques habitants du village, Keka m'a emmené dans ce qui était sa salle de contrôle. Donc, checklist, c'est le commandant de tout ça.
Donc lui, avant de faire quoi que ce soit, il pose des questions parce que c'est lui qui ordonne tout. La fusée s'élance à 1500 mètres d'altitude et retombe au milieu de l'euphorie générale. Nous sommes partis un jour voir une très grande autorité ici pour qu'il nous permette de faire la première fusée. Cette autorité me dira, non, non, vous allez tuer seulement les gens seulement pour rien. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Donc, est-ce que vous êtes devenus fous? Vous voyez? Et moi, je comprenais de temps en temps quand les gens me disaient, je dis non, non. Les jours, ils vont voir que ça marche, ils ne vont voir plus que moi, je suis fou. Et ils ont vu que je n'étais pas si fou. Il ne faut pas avoir peur. Et malgré de nombreuses limitations, Keka et son équipe restent optimistes. Quand j'ai vu la fusée, ça m'avait vraiment impressionné qu'un Congolais puisse réaliser une fusée. Et quand je suis allé rencontrer ça chez moi, tout le monde était étonné, tout le monde, ah c'est faux, ça va jamais. Et même à l'école, tout le monde me critique à cause de ça, comme si c'était moi le réalisateur. Parce que j'aime ça et tout le monde me critique. Et moi, je dis toujours, je vais amener les vidéos le jour du lancement à l'école. Lorsqu'on pourrait gérer pour notre petit... La RDC a été marquée par des décennies de troubles et de violences. Pour les étudiants de Keka, il s'agit de bien plus qu'une simple fusée. C'est quelque chose qui est avantageux, qui peut non seulement aider la RDC, mais plusieurs pays africains. Et comme j'ai souvent entendu l'ingénieur, ça ne va pas seulement aider dans le plan scientifique, mais ça va aider même dans le plan économique, tout qu'on soit pour soutenir les pays tout entiers. Et ça donne aussi occasion aux jeunes en rêver encore d'une autre manière, car dans notre pays, les jeunes étaient limités, même si quelqu'un pense sur quelque chose, mais ils voient que dans notre pays, non, il n'y a pas de moyens, donc mieux vaut me retourner. Mais avec l'ingénieur, avec ce qu'il a fait, ça a poussé aux jeunes d'aller encore plus loin. Là où il y avait des limites, il n'y a plus de limites. Le saviez-vous? L'agriculture en Afrique est une affaire de femmes. Et oui, les femmes fournissent entre 60 et 80% de la main-d'œuvre agricole du continent. Elles sont donc en première ligne. Pourtant, elles sont encore nettement sous-représentées dans les prises de décision ou la recherche. Mais tous ces obstacles n'ont pas réussi à décourager les femmes de Matalejema dans le sud de la Sierra Leone. Regardez. À Matagelema, au sud de la Sierra Leone, un groupe d'agricultrices a transformé des marécages auparavant inutilisables en rizières florissantes. C'est désormais une source de revenus régulière pour elles. Quand les représentants du gouvernement sont venus, ils ont demandé si nous pourrions cultiver ici, parce que nous étions toutes des femmes. J'ai dit oui, que Dieu nous aiderait. Un groupe de mères célibataires et de veuves qui devaient subvenir aux besoins de leur famille se sont regroupés en 2020 pour former un petit collectif agricole appelé l'association Matagelema. Après une guerre civile de 11 ans et l'épidémie d'Ebola, de nombreuses femmes du pays sont devenues veuves et beaucoup de jeunes filles ont dû quitter l'école prématurément. Quand nous avons commencé à travailler, c'était vraiment dur pour nous. Les gens se moquaient de nous en nous disant que nous perdions notre temps. Mais aujourd'hui, quand ils nous voient transporter du riz, ils ont honte. L'agriculture et le petit commerce de marché sont les principaux emplois accessibles aux femmes dans cette partie du pays. Notre journaliste explique qu'elle se trouve sur une terre auparavant marécageuse et inutilisable. Mais ces femmes ont tout changé. Elles ont converti de nombreux hectares de marécages de la vallée intérieure en terres agricoles prospères. Elles cultivent principalement du riz et des légumineuses. C'est un travail intensif, mais avec l'aide du Programme alimentaire mondial, elles sont passées d'une production suffisante pour se nourrir à une activité lucrative. C'est un projet à multiples facettes, avec un thème qui met les agriculteurs de ces régions sur une très bonne voie vers l'autosuffisance. Nous constatons des gains notables dans l'appropriation du projet. Au moins 60% de la population de la Sierra Leone travaille dans le secteur agricole, mais à petite échelle. Le pays compte environ 260 000 hectares de marécages qui pourraient être convertis en rizières. C'est pourquoi le gouvernement souhaite que davantage d'agriculteurs suivent les traces de ce groupe de femmes.
Nous essayons d'atténuer les effets du changement climatique. C'est pourquoi nous déplaçons nos agriculteurs de haute terre vers les marais de la vallée intérieure. La plupart des projets sont maintenant conçus avec des liens avec le marché. Un programme gouvernemental appelé Agriculture Credit Facility a été créé l'année dernière. Il permet la distribution de semences et d'engrais aux agriculteurs. Un projet de loi sur l'agriculture qui renforcera la sécurité alimentaire doit être présenté au Parlement dans le courant de l'année. On espère qu'avec ces mesures mises en place, davantage de Sierra Léonais deviendront autosuffisants à l'avenir. Ici à Conakry, de nombreux Guinéens ont manifesté l'an dernier pour protester contre la cherté de la vie notamment, ce qui a conduit à la chute d'Alpha Condé. Récemment, ce sont les Tunisiens qui sont descendus eux aussi dans la rue pour protester contre le coût de la vie et les pénuries alimentaires. Plus de la moitié de la population tunisienne vit désormais de la pauvreté et ce sont près de 700 000 Tunisiens qui ont quitté le pays depuis le début de l'année. Reportage d'Anna Foster, récit par Sarah Méné. Dans les rues de Tunis, la nourriture est beaucoup plus chère qu'avant. Chaque mois, l'inflation atteint un nouveau record. Il n'y a plus d'huile ou de sucre. Parfois, il n'y a même plus de pain. Comment les gens peuvent-ils survivre? Que peuvent-ils faire? Toutes les voies sont fermées. Il y a plus de 10 ans, un vendeur de fruits et légumes tunisien s'est immolé par le feu. La mort de Mohamed Bouazizi a provoqué de vastes protestations contre le coût de la vie. Aujourd'hui encore, les hommes qui font ce métier ont peu d'espoir. J'ai perdu 4 000 $ pour tenter de traverser la Méditerranée. J'ai essayé à 2 reprises. La première fois, j'ai payé 6 000 dinars et pareil la seconde fois. Je vais retenter une 3e fois. La situation ici ne nous aide pas. Les soulèvements du printemps arabe étaient censés susciter le changement. Pour Walid, ils l'ont fait, mais pas de la manière dont il l'avait espéré. L'un de ses amis a été tué et alors qu'il manifestait avec Sharfi, qu'il connaît depuis l'enfance, Walid a été touché par une balle. Il a perdu sa jambe droite. J'ai sacrifié ma jambe pour tenter d'améliorer la situation de mon pays. Malheureusement, l'emploi et la dignité nationale n'ont pas été acquis ces 12 dernières années. Pendant un temps, en Tunisie, il y a eu du changement, mais en juillet, les Tunisiens ont voté pour une nouvelle constitution qui concentre désormais les pouvoirs entre les mains du président Kais Saïed. Elle a réduit à néant une grande partie des avancées démocratiques réalisées depuis le printemps arabe. Mais de nombreuses personnes avec qui j'ai parlé m'ont dit que même si leurs libertés durement acquises sont en train de disparaître, elles considèrent qu'un dirigeant énergique est le seul moyen de remettre l'économie tunisienne sur pied. Le niveau de vie en Tunisie est aujourd'hui pire qu'au début du printemps arabe. Le nombre de familles dans le besoin a triplé depuis 2010. Le mari d'Anan n'est pas à la maison. Il a rencontré les passeurs qui lui ont offert une place dans un voyage en bateau vers l'Italie. La situation de la famille est désespérée. Ils ne peuvent plus acheter de fruits pour les enfants, ni de viande ou de poisson. Et les jouets sont un rêve bien lointain. Si vous demandez dans la rue ce que les gens préféreraient entre un morceau de pain ou leur rendre leur dignité, n'importe qui choisira le pain parce qu'on s'en fiche de la dignité désormais. Les gens ont faim. Imaginez s'ils meurent en mer, nous serons perdus. S'ils meurent, nous n'aurons automatiquement plus de toit. Ce pays a connu certaines des batailles les plus importantes de l'histoire. Aujourd'hui, ses habitants sont confrontés à un nouveau combat, celui de la survie. On passe au secteur des transports. Elles sont de plus en plus nombreuses dans les rues de Lomé et de Cotonou. Elles, ce sont les motos électriques. Une véritable révolution dans 2 pays d'Afrique de l'Ouest où la majeure partie de la population se déplace en 2 roues. Kabira n'a que 15 ans et conduit sa moto électrique dans les rues de Lomé pour se rendre au collège. Dans cette capitale de 840 000 habitants, la moto est le mode de transport majeur. Ça fait 2 mois que ma maman m'a offert cette moto électrique. C'est ma toute première fois d'avoir une moto. Elle est élégante, elle est stylée, elle est classe.
et je me sens plus en sécurité avec elle. Pourquoi? Parce que elle m'éclaire bien la nuit. Et c'est avec ça que je vais chaque matin au collège. Comme Kabira, des centaines de personnes au Togo mais aussi au Bénin utilisent une moto électrique. Des motos qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour les jeunes Togolais, malgré le fait qu'une moto électrique soit plus chère qu'une conventionnelle, entre 1 300 et 1 700 euros, elle semble à long terme plus économique. En tant que jeune Togolaise, la moto électrique, elle est économique, très économique. Avec l'augmentation du carburant, avant je payais 100 francs pour aller quelque part, mais maintenant c'est 200 et autres. Donc j'ai ma propre moto, ça m'aide beaucoup. En plus, je contribue à la protection de l'environnement parce que ça ne fait pas de bruit ni de gaz. C'est une moto très facile à conduire, surtout pour nous les femmes, nos mamans, ça peut les aider à aller partout, ils veulent sans souci. Je suis entrepreneur et depuis juin, j'ai laissé tomber ma voiture pour une moto électrique. Parce que pour moi, rentrer dans l'innovation, je m'adapte vite au changement, c'est très important. Donc la moto électrique, elle est économique et pratique et facile à garer. Cette initiative s'inscrit dans les ambitions climatiques des autorités béninoises et togolaises. Mais en sus des défis environnementaux, liés à son niveau élevé d'industrialisation, le Bénin est aussi confronté à des enjeux de durabilité dans le domaine des transports. À Cotonou, selon les autorités, il y a plus de 250 000 chauffeurs de taxi-moto appelés Zémidjan. Compte tenu de la hausse vertigineuse du prix des hydrocarbures au Bénin, suite au conflit en Ukraine, de plus en plus de chauffeurs de taxi m'ont confié qu'ils souhaitaient se tourner vers les 2 roues électriques. Car la situation est difficile, malgré la subvention au mois d'avril de 18 millions de dollars du gouvernement béninois pour atténuer les conséquences des prix des produits pétroliers sur le panier de la ménagère. Le prix de l'essence à la pompe est de 1020 francs CFA le litre, soit 1,70 $. Selon le directeur de M-Auto, Chegoun Bakari, le recours à l'immobilité est la solution pour l'avenir. Passer à l'électrique va permettre de réduire la pollution sonore et va rendre nos villes beaucoup plus agréables en fait à vivre. Nous, on croit que la COP27 doit être aussi cela, montrer qu'en fait, il est possible de passer à des solutions écologiques tout en apportant une solution économique aux populations. Charger une batterie coûte seulement 1 300 francs CFA, soit 2 $, et vous permet de parcourir 75 km. Mais est-il si simple de recharger sa batterie? Il semblerait que oui, car M-Auto dispose de 60 stations d'échange de batteries entre le Togo et le Bénin. La société a l'intention d'en avoir 300 d'ici fin 2022, avec son plan d'expansion dans d'autres pays africains. Il y a également une application qui permet aux clients de localiser la station la plus proche et leur donner une visibilité sur la disponibilité des batteries. On a développé une application qui permet d'avoir une visibilité sur tous les points de recharge dans les 2 villes sur lesquelles nous sommes opérationnels. Et du coup, il y a moyen de savoir où aller, savoir le nombre de batteries qui sont là au moment actuel et avoir les directives pour s'y rendre. Quelques semaines avant la COP27 en Égypte, cette société africaine de véhicules électriques réaffirme son ambition de remplacer toutes les motos africaines alimentées par un moteur à combustion interne par des motos électriques d'ici 2030. Et cela, tout en créant plus d'1 million d'emplois. On passe maintenant à notre rubrique conseil. Il est urgent d'agir pour préserver notre planète. Mais quels sont les gestes simples à adopter? Voici les conseils avisés de Raïssa Okoye. Nous entendons tous parler du réchauffement climatique et de la crise écologique qui menace le monde. Alors, comment améliorer la situation à notre niveau, ou du moins, comment ne pas empirer les choses au travail ou à la maison? Eh bien, je vous propose de le faire en commençant par adopter 4 bonnes habitudes. Première bonne habitude, économisez l'énergie et faites de bons gestes.
Un appareil en veille consomme de l'électricité qui peut représenter jusqu'à 10% de votre facture. Alors, pour économiser l'énergie et l'argent, faisons des gestes simples. En sortant d'une réunion, de la cuisine ou de la salle de bain ou encore des toilettes, il faut éteindre la lumière. Pareil pour les ordinateurs et les climatiseurs, s'il vous plaît, ne les laissez pas allumés en sortant du bureau. Optez pour des ampoules LED. Si elles coûtent souvent plus cher que des ampoules classiques, les LED consomment 80% d'électricité en moins et elles ont une durée de vie plus longue. Donc il faut penser à ces ampoules comme si elles constituent un investissement pour notre planète. Limitez la climatisation. Alors si vous utilisez les climatiseurs, contrôlez les températures, sinon gare au montant de vos factures. Et pour éviter les déperditions de chaleur, n'oubliez pas de baisser ou de fermer les volets. N'oubliez pas de débrancher systématiquement les appareils que vous n'utilisez pas. Par exemple, les chargeurs de téléphone, la cafetière, ce sont des appareils qui vont consommer inutilement. Petite astuce, si vous le pouvez, optez pour des multiprises comportant des boutons marche-arrêt. En un seul geste, vous éteindrez et vous allumerez tous vos appareils. Deuxième bonne habitude, économisez l'eau. Que ce soit le robinet ou la chasse d'eau des toilettes, faites attention à la consommation d'eau. S'il est toujours indispensable, évidemment, de se laver fréquemment les mains, il est également important de se rappeler que l'eau ne provient pas d'un puits sans fond. Alors, s'il vous plaît, ne la laissez pas couler inutilement après utilisation. Lors des pauses déjeuner ou café, pourquoi ne pas remplacer les verres jetables en plastique ou en papier par des contenants en verre ou en matière écologique? Vous pouvez aussi faire comme moi et utiliser des gourdes. Elles sont devenues de véritables accessoires de mode, que ce soit dans les écoles ou dans les bureaux. Tout le monde en a. Vous pouvez boire votre café chaud ou votre thé glacé. Et en plus, vous l'emmenez partout avec vous, donc c'est très pratique et ça évite d'utiliser des bouteilles en plastique. Troisième bonne habitude, entourez-vous de plantes. Non seulement elles rendent le bureau plus beau et plus chaleureux, mais en plus, elles vous permettent d'influer sur votre état mental et même de dépolluer l'air. Et ça, c'est important car la population passe de 80 à 90% de son temps à l'intérieur de bâtiments. Or, l'environnement intérieur, que ce soit le domicile ou le lieu de travail, nous expose à de nombreux microbes, acariens, agents contaminants, chimiques ou microbiologiques, issus des matériaux de construction, des meubles ou encore des éléments de décoration. Et tous ces agents sont autant de sources et de vecteurs de pollution à l'intérieur des locaux. Alors, parmi les plantes vertueuses, vous pouvez investir dans l'aloe vera, qui lutte contre les ondes électromagnétiques et les acariens, la lavande et son parfum doux et frais qui aide à rester zen en luttant contre le stress. Et enfin, le cactus qui lutte contre les ondes des objets électroniques. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Quatrième bonne habitude, pensez à recycler, notamment le papier. Alors réfléchissez bien avant d'imprimer vos documents. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir du papier ou est-ce que vous pouvez lire, écrire ou suivre sur votre écran comme je le fais maintenant? Alors, s'il n'est pas absolument indispensable d'imprimer, je vous en supplie, ne le faites pas. Pour les plus réticents, sachez qu'en plus de préserver la planète, vous réalisez des économies puisque vous dépensez moins de papier. Récapitulons. Pour préserver notre planète, nous pouvons changer de comportement au travail comme à la maison. Et pour cela, je vous conseille 1. D'économiser l'énergie en éteignant les lumières et en débranchant vos appareils. 2. D'économiser l'eau en évitant de la laisser couler n'importe comment et en choisissant des contenants respectueux de l'environnement. 3. Je vous conseille de poser des plantes autour de vous car certaines embellissent vos intérieurs tout en purifiant l'air. 4. Je vous conseille de recycler le papier en évitant d'imprimer vos documents lorsque ce n'est pas indispensable. Grâce à ces petits gestes, vous verrez que nous pourrons faire une énorme différence. C'est déjà la fin de BBC Question d'Argent. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos reportages sur le Facebook de BBC Afrique. Et après avoir visionné nos reportages, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. À très bientôt.